C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Alors, mon nom est Rachel Aubé. Alors, comme vice-présidente de Beausart, il me fait plaisir de vous accueillir au 7e Symposium international de sculpture de Beausart à Saint-Georges-de-Beauce. Compte tenu du contexte pandémique dans lequel nous évoluons, Beausart a ajusté sa 7e édition en ouvrant celle-ci aux sculpteurs québécois uniquement. Les sculpteurs ne pouvant être en présence physique durant 3 semaines afin de réaliser leur œuvre, celle-ci a été conçue dans leur atelier respectif. Beausart souhaite d'abord et avant tout démocratiser l'art en la rendant accessible au public de tout âge. Les sculptures des différents symposiums forment un extraordinaire musée en plein air. Des activités ont aussi été élaborées en partenariat avec le Centre de services scolaires de la Commission de la Beauce-et-Chemin et le Cégep Beauce-Appalaches pour rendre cet art accessible tant aux jeunes qu'aux adultes. La conférence de ce soir s'inscrit dans la volonté de Beausart de rendre accessible l'art à toute la population. M. Martin Aubé présentera sa conférence en lien avec notre thématique de la radiance. Nous vous demandons d'écrire vos questions. Alors, il y a une fenêtre là, qui s'appelle « Barre de conversation ». Vous allez la trouver quand vous regardez les petits points. Là, vous allez voir « Converser ». Alors, vous allez là-dessus et vous envoyez vos questions. Et puis, M. Martin va répondre aux questions à un moment donné dans la conférence. Au fur et à mesure, je vais lui acheminer des questions et il va répondre à vos questions de cette manière-là. Donc, ça va être un peu plus, je dirais, interactif. Autrement dit, les questions vont être mêlées à la présentation. Alors, aujourd'hui, la conférence intitulée « Pourquoi la nuit est-elle presque noire » sera présentée dans quelques instants. Martin Aubé est un expert mondial de la télédétection et de la modélisation de la pollution lumineuse. Il a obtenu son doctorat en télédétection de l'Université de Sherbrooke et une maîtrise en sciences en astrophysique de l'Université Laval. Il est professeur de physique au Cégep de Sherbrooke et professeur adjoint à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Bishop's. Le professeur Aubé a reçu le prix d'excellence en recherche en 2014 du Fonds de recherche du Québec, Nature et technologie, le prix Raymond Gervais en 2013 pour l'excellence en enseignement des sciences, le prix Galileo de la Dark Sky Association pour ses réalisations exceptionnelles en recherche sur la pollution lumineuse sur une période de plusieurs années, le prix Reconnaissance de l'Association pour la recherche au collégial en 2019 et le prix Denise Barbeau 2019 pour la recherche collégiale de l'ACFAS. Pour la plupart d'entre nous, la nuit est noire, mais l'est-elle vraiment? Au fait, qu'est-ce que la lumière? Peut-on voir toute la lumière ou seulement une partie? Comment surmonter les limites imposées par notre sens de la vue? Comment l'atmosphère terrestre restreint l'exploration des signaux lumineux ténus en provenance de l'univers? Quelles sont les principales sources de lumière que l'on peut retrouver la nuit? Comment la relative noirceur du ciel étoilé est-elle intimement liée à l'expansion de l'univers? Pourquoi a-t-on introduit l'éclairage artificiel nocturne dans nos pratiques usuelles et comment ce dernier nous prive de contact avec l'univers dans lequel nous évoluons? Ces pratiques sont-elles toujours justifiées? Quels en sont les impacts connus? Au cours de la conférence, Martin Aubé tentera de fournir des réponses à ces nombreuses questions. Alors, sans plus tarder, je vous laisse au bon soin de Martin qui va nous faire sa présentation. Merci, Rachel. Oui, ça fait beaucoup de questions. J'imagine que vous voyez ma présentation en ce moment, donc je vais commencer tout de suite. En fait, c'est un peu en dehors de mes habitudes. D'habitude, je parle uniquement de pollution lumineuse là, depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, je reviens un peu à mes amours d'origine, qui est l'astrophysique ou l'astronomie. On va parler un petit peu de pollution lumineuse à la fin de la présentation complètement. Donc, pourquoi la nuit est-elle presque noire? En fait, on va voir tout à l'heure qu'il y a un paradoxe célèbre. Pourquoi la nuit est-elle noire? Mais en fait, elle n'est pas tout à fait noire. Puis, on va parler un petit peu plus de ça tout à l'heure. Il y a une petite réflexion un peu philosophique derrière ça. Donc, OK. Alors, je commence tout de suite.
Donc, comme Rachel l'a expliqué, dans le cadre du festival, on parle de radiance. C'était assez drôle quand j'ai eu l'invitation parce que pour moi, la radiance, c'est une des variables là, dans mon métier de chercheur qui est la plus importante. C'est quelque chose avec lequel je suis assez familier. Mais évidemment, c'est la définition physique de la radiance dont il est question dans mon cas. Puis, je vous la lis comme ça, vous allez voir que c'est un peu aride, peut-être pour plusieurs. La puissance par unité de surface du rayonnement qui passe à travers en un point sur une surface et dans une direction donnée par unité d'angle solide. Oh là là! Donc, je pense qu'il y a beaucoup de mots un peu difficiles là. Mais voyons voir si on peut l'expliquer. C'est un peu l'entonnoir. Là. Si vous avez déjà perdu la raison, c'est possible. Donc, si je vous l'explique graphiquement, vous allez comprendre, je pense. Donc, on a une source de lumière. On a ici une surface qui est éclairée par la source de lumière. Et puis, on regarde cette source de lumière-là à travers un cône. Donc, vous voyez, ce cône-là, c'est ce qu'on appelle un angle solide. Donc, je reviens un peu là. Donc, l'angle solide définit la largeur ou la quantité de lumière qu'on va capter de cette source. Donc, j'en arrive tout de suite au paradoxe, le paradoxe d'Olbert, qui dit quoi dans le fond? Si on suppose que l'univers est infini, donc imaginez ça, c'est une hypothèse tout à fait plausible, même si c'est absurde peut-être pour l'entendement usuel. Donc, si on imagine que l'univers est infini, il y a donc une infinité d'étoiles. Puis si on suppose que le nombre d'étoiles par unité de volume est à peu près constant, eh bien, il se trouve qu'on devrait avoir toujours, plus on regarde loin, si vous voulez, plus il devrait avoir de lumière qui s'ajoute. Et donc, il n'y a pas de limite à la brillance qu'on devrait voir. Puis, on pourrait même établir, puis je vais vous le démontrer bientôt, là, que cette brillance-là devrait être égale à la brillance de la surface du disque solaire qu'on a tout près de chez nous, et donc quelque chose de très brillant. Alors, c'est évident que ce n'est pas ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Puis, en fait, là, je suis désolé parce que quand j'accepte quelqu'un, ça déboussole un peu ma présentation, mais en tout cas, on va se débrouiller comme ça. Alors, c'est ça. Donc, si vous regardez au fond, ici sur cette figure, vous voyez l'observateur, quelqu'un qui regarde vers l'univers dans une direction donnée. À une certaine distance, le numéro 1, on voit une étoile, mais si on regarde 2 fois plus loin, on en voit 4, et ainsi de suite. Vous voyez en fait que le nombre d'étoiles qu'on voit dans notre angle, dans l'espèce de cône rectangulaire, prisme rectangulaire, pas prisme rectangulaire, mais de pyramide qu'on voit là, il augmente avec le carré de la distance. Donc, quand on est 4 fois plus loin, il y a 16 fois plus d'étoiles. Mais par contre, c'est bien connu en physique que la brillance d'une étoile diminue comme l'inverse du carré de la distance. Autrement dit, si on double la distance d'une source lumineuse, comme une étoile, elle va être 4 fois moins brillante. Donc, vous voyez dans le fond que chaque étoile est 4 fois moins brillante, mais il y a 4 fois plus d'étoiles. Donc, en principe, on devrait avoir une quantité constante de lumière à mesure qu'on s'éloigne. Et est-ce que c'est ça qui se passe? Donc, c'est la question un peu. Puis, si on regarde le nombre d'étoiles qui augmente au carré, ce que j'ai dit, donc ce qu'on devrait avoir, c'est une augmentation perpétuelle. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que toutes les étoiles se superposent. Autrement dit, il vient un temps où on ajoute une étoile, mais elle se retrouve comme derrière les autres. Donc, il y a un plafonnement de cette augmentation-là. Donc, bref, en résumé, on devrait voir un ciel brillant comme le disque du Soleil. Donc, une petite vidéo qui représente un peu ça. Vous voyez, à mesure que les étoiles sont loin, elles sont plus petites, mais à la fin, on remplit tout le champ de vision et l'ensemble est de la même brillance que celle du Soleil. Je fais un petit aparté en passant par rapport au Soleil. Vous savez peut-être que dans 2 jours, le matin du 10, le lever du Soleil va avoir une éclipse au lever du Soleil. Donc, si jamais vous vous levez très tôt, vous voulez voir ça, c'est possible de voir un petit anneau de soleil. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive dans 2 jours. Donc, en fait, c'est un paradoxe. Donc, il y a comme une incohérence à quelque part. Comment ça que ce n'est pas ça qu'on voit? Puis la raison de ça, c'est que l'âge de l'univers est limité. Donc, ça fait, on estime, entre 10 et 15 morts.
10 et 13 milliards d'années pour l'âge de l'univers. Donc, c'est beaucoup, là. Sauf que vous savez sans doute que la lumière a une vitesse finie. Elle est très, très rapide, la vitesse de la lumière, mais elle n'est pas infinie. Donc, il vient un moment où, si l'univers est très grand, que la lumière de certaines étoiles, depuis les 13 milliards d'années, disons, du Big Bang, n'a pas encore eu le temps d'arriver chez nous. Ça veut dire que cette étoile-là est à 13 milliards d'années-lumière de distance. C'est très loin, mais il reste que, bon, cette lumière-là ne nous est pas arrivée. Donc, ça, c'est une des limites. Autrement dit, le ciel n'est pas complètement brillant parce que l'univers n'est pas infiniment vieux. Donc, il y a certaines étoiles dont la lumière ne nous est pas arrivée encore, et donc, elles ne se superposent pas toutes comme on pouvait l'imaginer avec l'univers infini. Une autre raison, c'est une raison mineure, mais je la mentionne quand même, c'est que l'univers est en expansion. Sauf, je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà entendu cette notion d'expansion de l'univers. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'expansion de l'univers? Ça veut dire que l'énergie ou la quantité d'énergie de l'univers par unité de volume diminue toujours. Et donc, si on a de la lumière qui est dans l'univers, bon, on sait qu'il y en a, cette lumière-là va être diluée aussi par l'expansion de l'univers. Donc, par exemple, je vous donne un exemple plus concret. Vous avez de la lumière bleue, par exemple. Bien, il va venir un temps où la lumière bleue va être diluée et va devenir rouge. Et si on continue encore, on continue l'expansion, on attend encore plus longtemps, si vous voulez, bien, le rouge va devenir infrarouge, puis l'infrarouge, micro-ondes, etc. Donc, autrement dit, la lumière la lumière visible ne devient plus visible à un moment donné, donc on ne la voit plus. Donc, c'est une deuxième cause qui est, comme je disais, mineure, là, mais quand même, elle est présente. Donc, on va parler un peu de lumière. Qu'est-ce que la lumière, en fait? Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Donc, c'est toutes les composantes de la lumière qu'on peut imaginer là, dans l'univers. Évidemment, vous connaissez seulement qu'une petite partie de ça, de façon générale, mais je vais vous montrer que même les autres sections qui ne sont pas visibles, on est un petit peu familier avec quand même. Donc, commençons avec les rayons X. Tout le monde a déjà eu une radiographie, j'imagine. Donc, les rayons X, c'est de la lumière. C'est une lumière très énergétique, tellement énergétique qu'elle passe à travers les tissus vivants, sauf les os, mais à travers la plupart des tissus. L'ultraviolet, évidemment, les fameux coups de soleil. Donc, ça aussi, c'est de la lumière qui n'est pas visible, mais disons que notre peau est capable de la détecter, comme on voit sur l'image. On a les infrarouges. Encore là, on est hors du spectre visible. On ne peut pas voir les infrarouges, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez peut-être déjà remarqué, c'est sûrement là, que si vous vous approchez, par exemple, d'un poêle à bois l'hiver, vous allez sentir la chaleur sur votre peau. En fait, ce que vous recevez sur votre peau, c'est de l'infrarouge. Autrement dit, dans la peau, il y a des détecteurs d'infrarouge. On peut la détecter. On ne la voit pas avec nos yeux, par contre. Si on continue, les micro-ondes, et oui, les téléphones émettent de la lumière. Donc, vous ne saviez peut-être pas, là. Les ondes radio, pareil, c'est de la lumière. Et même les grandes ondes qu'on appelle, donc, ce qui circule dans les fils de votre maison ou dans les fils de vos appareils, c'est aussi de la lumière. Bon, c'est de la lumière qu'on ne peut pas voir encore une fois avec les yeux, mais c'est quand même de la lumière. Puis finalement, les fameux rayons gamma, qui sont les rayons lumineux les plus énergétiques. Ces rayons-là, en général, on ne les côtoie pas tellement, mais ils sont responsables. Le peu qui nous parvient sont responsables des mutations génétiques. Donc, probablement un certain lien avec nos fameux coronavirus avec lesquels on se débat en ce moment. Donc, si on continue, on va se concentrer un peu plus sur la toute petite partie du spectre qui est le spectre visible. Donc, comme je vous montre ici, moi j'appelle ça la pointe de l'iceberg dans le sens que c'est une toute petite partie de la lumière qu'on peut voir, qu'on peut détecter plutôt, mais c'est la seule partie en fait qu'on voit avec nos yeux en tant qu'être humain. Donc, la question suivante, c'est de dire, OK, on est sur la Terre, mais entre nous et l'univers, parce qu'on parle toujours de la nuit, donc la lumière qui vient généralement, entre autres, de l'univers, on peut imaginer que la petite couche mince qu'il y a autour de la Terre, qu'on appelle l'atmosphère, bien, cette couche-là peut
peut-être couper une partie de la lumière. Donc, je vous montre un peu les différentes parties qui vont être masquées par l'atmosphère. Donc, premièrement, toute cette partie-là, tous les rayonnements de haute énergie, ou presque tous, sont bloqués par l'atmosphère. Bon, vous savez qu'il en passe un petit peu dans l'ultraviolet, mais la grande partie est bloquée, heureusement, sinon il n'y aurait pas de vie sur Terre, là. On a aussi toutes les grandes ondes, une partie des ondes radio aussi, donc la partie plus AM, là, qui est bloquée par l'atmosphère. Une partie des micro-ondes et une bonne partie de l'infrarouge aussi. Puis, d'une façon un peu moindre, mais une partie de ce qu'on appelle le proche infrarouge, là. Je l'ai mis en gris plus pâle pour montrer qu'en fait, ce n'est pas tout qui est bloqué, mais une bonne partie. Donc, ce qui reste, okay, ce qui n'est pas grisé, c'est ce qu'on appelle les fenêtres atmosphériques. Autrement dit, c'est les fenêtres à travers lesquelles on peut regarder, on peut voir l'univers. En dehors de ça, impossible sur Terre. Mais évidemment, si on monte dans la station orbitale, on va voir n'importe quelle de ces longueurs d'onde-là sans problème de ces parties du spectre-là. Donc, là, il y a un enjeu que je veux mentionner parce que je travaille en ce moment là-dessus avec un groupe international là, pour limiter la pollution, entre autres, dans les micro-ondes. Parce que vous avez sûrement entendu parler des projets de nos amis Jeff Bezos et, voyons comment il s'appelle, de Tesla, oui, j'ai un blanc. Donc, eux, ils ont des projets, en fait, de mettre des constellations de satellites pour donner Internet partout sur la planète. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Et il y a plusieurs de ces satellites-là qui sont déjà en orbite. On parle de dizaines de milliers de satellites, donc plus que le nombre d'étoiles qu'on peut voir dans des bonnes conditions de ciel. Alors, c'est un enjeu. Puis, c'est d'autant plus un enjeu que si vous regardez ici, une bonne partie de la lumière à micro-ondes est bloquée par l'atmosphère. Donc, il n'en reste pas beaucoup pour les astronomes ou pour les gens qui veulent étudier l'univers, seulement cette petite partie-là. Fait que comme les satellites émettent dans ces zones-là, il y a un petit problème, c'est qu'on ne verra plus l'univers. On va être pollué par ces satellites-là. Donc là, on va parler, pour le reste de la présentation, là, je parle du visible. Là, j'arrête de parler des longueurs d'onde étranges. Là. Puis on va se concentrer sur le visible. Puis ce que je veux faire, en fait, c'est un tour d'horizon de l'univers. Quelles sont les sources de lumière dans l'univers? On commence par des grandes structures. Ce que vous voyez là, c'est en fait ce qu'on appelle un amas de galaxies. Donc, ça ressemble à des étoiles un peu, mais floues. Chacun de ces points-là, ou presque, sauf quelques exceptions, je peux vous en montrer une ici. Vous voyez mon pointeur, là, ça, c'est une étoile. Mais disons qu'il y en a une autre ici, là. Il y en a quelques-unes, mais la plupart, là, ce sont des galaxies. Donc, des galaxies, c'est quoi, en fait? Une galaxie, c'est un regroupement d'étoiles. Une étoile, c'est quoi? Une étoile, c'est comme le Soleil. Bon, on en parlera un peu plus tard, mais autrement dit, une galaxie, c'est un groupe de soleils, si on veut simplifier un peu. Dans une galaxie, comme n'importe quelle de ces galaxies-là, ou presque, il y a à peu près de l'ordre de 100 milliards de soleils, 100 milliards d'étoiles. Donc, c'est des monstres. Mais là, on est en face d'un amas de galaxies. Donc, on parle de milliers de fois 100 milliards d'étoiles. Tous ces objets-là sont en orbite un autour de l'autre, mais souvent, on a au centre une galaxie géante qu'on appelle une galaxie cannibale, là, autour de laquelle les autres galaxies tournent. Je vous montre un autre exemple, toujours encore un amas de galaxies. Mais ici, il y a quelque chose d'un peu particulier. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a des espèces d'arcs plutôt bleutés. Je vais vous les montrer avec je vais m'aider avec une petite courbe ici, puis il y en a une autre là, il y en a d'autres, je ne montrerai pas tous. Mais en fait, ce que vous voyez là, c'est la lumière déformée provenant d'un objet qui est derrière la galaxie qui est ici, cette galaxie-là qui est une galaxie géante. Donc, il y a un objet derrière qu'on ne peut pas voir parce qu'il est derrière la galaxie, mais on voit une partie de sa lumière qui est déviée. Et comme vous pouvez remarquer, c'est en forme d'arc de cercle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ce que vous voyez là, toutes les composantes de ces petits arcs-là qu'on voit un peu partout, dans tous les cas, c'est la lumière du même objet. Pourtant, ils ne sont pas au même endroit. En fait, le phénomène qu'on voit en ce moment, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'entier gravitationnel. C'est un phénomène qui est prédit par la relativité générale d'Einstein.
Et au fond, ce que ça veut dire, c'est que s'il y a une très grosse masse, l'espace-temps est courbé et donc la lumière va être déviée comme s'il y avait une lentille, en fait. Mais il n'y a pas de lentille, comme vous pouvez imaginer. Voilà. Donc ça, c'est une découverte majeure. En science, quand on arrive à voir quelque chose qui a été prédit par une théorie, ça n'arrive pas si souvent, mais ça, c'en est un exemple. Donc, je zoome un peu sur une galaxie particulière. Celle-là est dans notre propre amas de galaxies, parce que nous aussi, on fait partie d'une galaxie qui elle-même fait partie d'un amas de galaxies. L'amas de galaxies auquel on appartient s'appelle l'amas de la Vierge. Nous, on est un petit satellite de cet amas-là. Notre galaxie, vous connaissez sans doute son nom, s'appelle la Voie lactée. Cette galaxie-là, c'est une de nos voisines qui s'appelle la galaxie du tourbillon. En fait, il y a deux galaxies ici, vous voyez en haut, une petite galaxie qui rentre en collision avec une plus grosse. Donc, ils sont en train de fusionner en ce moment. Et donc, ça, c'est une autre source de lumière. Mais on peut en trouver d'autres. Par exemple, autour des galaxies, il y a des petits objets. Quand je dis petits, ce n'est pas si petit que ça, qui ressemblent à ça, qu'on appelle des amas globulaires. Les amas globulaires contiennent à peu près 100 000 étoiles. Donc, tout ça, c'est des soleils, ce que vous voyez là. Ces petits amas-là, entre guillemets, là, sont en orbite autour des galaxies. Il y en a parfois des centaines. Il y en a autour de notre propre galaxie, mais autour de toutes les autres galaxies aussi. Celui-là fait partie de la Voie lactée, est autour de la Voie lactée parce qu'on peut le photographier en gros format, mais il y en a autour de toutes les galaxies. Il y a d'autres objets aussi à l'intérieur des galaxies qui sont assez particuliers. Par exemple, des nébuleuses diffuses. Là, les nébuleuses diffuses, en fait, c'est très différent. Tout à l'heure, on parlait d'étoiles. Donc, les galaxies, c'est surtout des étoiles. Ça dépend des galaxies, en fait, je reviendrai là-dessus. Mais donc, des étoiles et du gaz. L'amas globulaire qu'on vient de voir, c'est uniquement des étoiles. Puis, dans certains cas, comme les nébuleuses, c'est presque seulement du gaz. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ce qu'on voit là? Ce que vous voyez là, d'abord, c'est la nébuleuse d'Orion, ceux qui font un peu d'astronomie. C'est une des plus célèbres des nébuleuses diffuses parce qu'elle est proche, on la voit bien. Bien, proche, c'est quand même assez loin, là, quelques dizaines d'années-lumière, mais quand même relativement proche. Donc, cet objet-là, en fait, c'est du gaz d'hydrogène, presque à 100%. Il y a un peu d'hélium aussi à travers. Puis, quelques poussières. Donc, vous voyez des zones sombres ici. C'est de la poussière qui cache la nébuleuse. Ça. Donc, le gaz d'hydrogène, lorsqu'il est à proximité d'une étoile très chaude, il va s'exciter. On appelle ça en physique l'ionisation. Donc, le gaz va s'ioniser, va perdre des électrons. Puis, lorsque les électrons retombent sur l'atome, bien, ça émet de la lumière. Puis, ce que vous voyez là, c'est ça. Vous pouvez remarquer différentes teintes, du rouge, du bleu. Des fois, quand toutes les teintes se mélangent, bien, ça fait du blanc. Mais ces couleurs-là, en fait, correspondent à des... je ne veux pas aller trop loin dans la physique, là, mais à des niveaux d'énergie dans les atomes. Donc, c'est vraiment intéressant parce que pour un astrophysicien, ça donne aussi de l'information sur quelle est la température de ces objets-là, quelle est la composition chimique, etc. Mais la particularité de ces objets-là, entre autres, c'est que c'est ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles. Donc, le gaz d'hydrogène, à force d'être dans le même coin et d'attendre longtemps, il finit par se concentrer juste par l'action de la gravité. Puis, à un moment donné, ça donne naissance à des étoiles. Puis, on voit un exemple ici, juste ici. Donc, vous voyez qu'une concentration s'est faite, puis au centre, une étoile est née. Il y en a d'autres dans cette région-là. Si on attend un peu plus longtemps, on peut aller voir une autre sorte d'objet qui est très similaire, en fait, mais un peu plus vieux. Ici, ce qu'on appelle un amas ouvert. Celui-là est très connu, on l'appelle les Pléiades. Les Pléiades, en fait, c'est un amas d'une centaine d'étoiles, quelques centaines d'étoiles, que vous voyez ici, en fait. Là. La plupart appartiennent aux Pléiades, des grosses. Là. Puis ça, c'est visible à l'œil nu, mais seulement l'hiver. En ce moment, ce n'est pas très propice pour ça. Il y a 7 étoiles brillantes. Ça a été pendant des millénaires le test d'acuité visuelle par excellence. Puis encore aujourd'hui, si vous voulez savoir si vous avez besoin de lunettes ou de faire changer vos lunettes, c'est une bonne idée de regarder les Pléiades. Si vous voyez 7 étoiles, pas besoin d'aller voir l'opticien. Optométrie, je veux dire. Un autre type d'objet. Donc, j'ai oublié de mentionner, je reviens aux Pléiades, là. J'ai oublié de mentionner que ça, c'est une nébuleuse diffuse qui est vieille. Autrement dit, toutes les étoiles se sont formées, mais vous voyez qu'il reste des traces de gaz. Pas beaucoup, mais il en reste.
Donc, on va dans une autre catégorie complètement. Là, on a encore une nébuleuse, donc encore du gaz d'hydrogène. Mais ce que vous voyez là, c'est plutôt une étoile qui est morte, ou presque. En plein centre ici, il y a une petite étoile blanche. Cette étoile-là s'appelle le type d'étoile, c'est une naine blanche, une étoile très, très compacte. En fait, c'est une étoile qui a explosé. Puis ce qu'on voit là, c'est son noyau. Donc, toute l'enveloppe de l'étoile, ce qu'on appelle l'atmosphère de l'étoile, a été éjectée. Donc, on voit ça autour. Puis évidemment, comme ça a été éjecté, cet objet-là va grandir au fil du temps. Bon, c'est un peu comme si l'étoile, mettons, c'est une étoile qui pourrait être comme le Soleil, mais dans quelques milliards d'années. C'est comme si l'hiver, vous avez votre manteau d'hiver, puis tout à coup, quelqu'un vous l'enlève, mais vous êtes dehors à -30. Là. Vous allez vous mettre à émettre beaucoup d'infrarouge dans votre cas. C'est un peu la même chose parce que vous êtes très chaud dans un environnement froid. Donc, la naine blanche, c'est un peu pareil. On a enlevé son manteau isolant. Donc, on voit le cœur de l'étoile qui est très chaud. Puis ça c'est tellement chaud que ça émet surtout des ultraviolets. La taille d'une étoile naine blanche, c'est à peu près la taille de la Terre. Pour vous donner une idée, le Soleil fait à peu près 1 million de kilomètres, la Terre 10 000 kilomètres. Donc, c'est très petit. Toute l'enveloppe a été enlevée, mais il reste juste ce cœur-là de notre étoile. Un autre exemple d'étoile presque morte, c'est ce qu'on appelle les restes de supernova. En fait, au centre de ça, il y a aussi une étoile, mais c'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Ça peut être aussi un trou noir, les fameux trous noirs. Et donc, c'est aussi une explosion, dans le fond, parce que l'étoile va se débarrasser de sa couche externe. C'est encore de l'hydrogène avec quelques traces de gaz un peu plus exotiques, mais surtout de l'hydrogène. Puis ça, c'est en expansion. Puis cet objet-là en particulier, qui a été observé en l'an 1050. On sait exactement à quel moment, parce que les Chinois, entre autres, ont noté ça dans leurs archives. Donc, on sait que cette étoile-là, quand elle a explosé, elle était visible de jour. Puis la nuit, on pouvait lire un livre, par exemple, juste sur l'éclairage de cette étoile-là. Donc, avec le temps, c'est sûr que la brillance a diminué. Ça fait plus de 1000 ans, à peu près 1000 ans, je veux dire. Donc, on se rapproche de la maison. Là, on va rentrer dans le système solaire. Ce que vous voyez là, en fait, c'est un modèle réduit du système solaire. Donc, j'ai fait des petits calculs là, pour vous donner une idée des proportions. Évidemment, les distances entre les objets ne sont pas réalistes. C'est beaucoup plus grand que ça. Mais vous voyez, le Soleil, par exemple, si on avait le Soleil de 1,2 mètre, eh bien, ce serait la taille des autres objets. Donc, vous voyez, la Terre ferait 1 centimètre environ. Donc, c'est beaucoup plus petit. C'est ce que je vous disais tantôt, en fait, 10 000 kilomètres versus à peu près 1,3 million. Donc, il y a une grosse différence. Évidemment, il y a des grosses planètes, mais on est loin d'être de la taille du Soleil. En passant, Jupiter est souvent qualifié de soleil avorté, là, dans le sens qu'elle n'était pas assez grosse pour devenir un soleil, mais c'était pas loin. Tant mieux pour nous, parce qu'on ne serait pas là pour l'observer. Donc, je vous montre, par exemple, Saturne. Donc, il y a toute une diversité aussi dans le système solaire. Donc, ces objets-là, en fait, sont particuliers par rapport aux étoiles. Les étoiles, tout ce qu'on a vu jusqu'à date émet de la lumière. Alors que dans le cas des planètes, ce qui se passe, c'est que les planètes vont réfléchir la lumière du Soleil. Donc, ce n'est pas une émission dans le visible là, qui vient de l'objet en soi, mais plutôt de l'étoile proche. Ben là, je dis l'étoile proche parce que de ce temps-là, on découvre plein d'exoplanètes. C'est le même principe. OK. Les exoplanètes, c'est des planètes autour d'autres étoiles. Entre Mars et Jupiter, il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Là, on va zoomer sur un astéroïde pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est comme des tout petites planètes. Quand je dis tout petites, c'est de l'ordre de 10 km, disons 1 à 10 km. Ces objets-là sont difformes, comme vous voyez, des formes de patates. On dit en physique des patatoïdes, en blague, là, mais je veux dire une forme, même peut-être en arachide, en tout cas. Cet objet-là a été découvert par un de mes amis français, c'est pour ça que je l'ai choisi, ce n'est pas au hasard. Il l'a appelé Toutatis, qui est un dieu de nos amis les Gaulois. Donc, vous voyez d'ailleurs Astérix sur Toutatis. Donc, il y en a des milliers, en fait, des astéroïdes dans cette zone-là. Puis, on voit toutes les autres planètes. Mais il y a des objets un peu plus exotiques aussi qui viennent nous rendre visite à l'occasion.
c'est ce qu'on appelle les comètes. Les comètes sont des blocs, ça ressemble un peu aux astéroïdes, si vous voulez. C'est des grosses boules de glace. On dit de la glace sale, parce qu'il y a des poussières dedans aussi. Ces objets-là viennent de très loin, de l'extérieur du système solaire. Puis une fois de temps en temps, quand elles sont perturbées par d'autres étoiles qui passent à proximité, tout à coup, elles se mettent à tomber vers la Terre, vers le Soleil, je veux dire. Donc, elles passent près du Soleil, puis lorsqu'elles sont proches, elles vont s'évaporer tout simplement. Puis ici, ce que vous voyez, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a deux queues à une comète en général, là. Ce qu'on appelle la queue de plasma ici, qui est bleue, puis la queue de poussière. Donc, cette partie-là de poussière fait juste réfléchir la lumière du Soleil, comme les planètes, si vous voulez, alors que celle-ci, elle va être excitée par les particules de haute énergie. Donc, elle émet sa propre lumière. Évidemment, la couleur est très différente entre les deux. Proche de la Terre, un autre objet qui contribue à la brillance du ciel, à la radiance du ciel, c'est la Lune. C'est probablement la source la plus importante dans le ciel. Pourquoi? Pas parce qu'elle est très brillante en soi, mais parce qu'elle est proche. La Lune est à peu près à 1 seconde-lumière de nous, donc à peu près 400 000 km. Donc, 300 à 400 000 km. Donc, c'est un objet très brillant. Il n'y a pas de point de comparaison avec aucun autre objet. Donc, on revient aux étoiles, en fait. Tout à l'heure, j'ai parlé de galaxies. Les galaxies sont formées d'étoiles. Qu'est-ce que les étoiles? C'est une question qu'on peut se poser. En fait, il y a toute une panoplie d'étoiles. Jusqu'à date, on a parlé du Soleil, qui est un peu l'étoile ordinaire, on va dire l'étoile standard dans l'univers. Mais on a déjà aussi parlé de naines blanches, je ne sais pas si vous vous rappelez, des cœurs d'étoiles très compacts et très chauds. On a parlé aussi d'étoiles à neutrons, qui sont des étoiles encore plus compactes. Une étoile à neutrons, là, d'abord, ce qui donne lieu à une étoile à neutrons, à l'origine, c'est une étoile beaucoup plus massive que notre propre Soleil. Puis, ça fait la taille à peu près d'une petite montagne comme le mont Orford ou ce genre de montagne-là. Donc, c'est pas gros, mais ça contient toute la masse d'une étoile. Puis, le trou noir, bon, à la limite, qui n'a pas de taille tellement qu'il est compact, là, infiniment petit. Donc, par contre, il y a toute une gamme d'étoiles en termes de plus grosses étoiles. Puis, vous voyez ici quelques exemples d'étoiles visibles à l'œil nu dans le ciel. Sirius, qui est quand même assez bien connu, c'est l'étoile la plus brillante du ciel, en fait, dans l'hémisphère nord. Et vous voyez, en fait, qu'elle est pas mal plus grosse que le Soleil, mais on peut trouver plus gros, Pollux dans les Gémeaux, par exemple. Arcturus, qui est très visible aussi, mais qui est moins brillante que Sirius. Vous voyez, Arcturus est énorme. Donc, là, on parle d'étoiles géantes. Si je rapetisse ce carré-là pour en faire un petit carré ici, on peut aller voir les autres étoiles. Rigel, Aldébaran, Bételgeuse, Antares. Donc, c'est des étoiles super, très, très, très grosses. On ne peut pas imaginer, en fait, à quel point ça peut être gros. La taille est grosse, c'est la masse éventuellement, mais pas nécessairement. Il faut savoir que le Soleil, quand il va être rendu au stade de ce qu'on appelle une géante rouge, va faire 50 fois son diamètre. Donc, la taille n'est pas synonyme de masse ou de grosseur. Ben, une grosseur physique n'est pas de masse. Plus proche de nous encore. Donc là, on se rapproche vraiment parce qu'on est au sommet de l'atmosphère. Ce que vous voyez là, c'est des aurores. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà pu observer des aurores boréales. En fait, il y a aussi des aurores australes, peut-être que vous ne le saviez pas. Le phénomène d'aurore est intéressant parce que c'est des particules de très haute énergie qui sont injectées par le Soleil lorsqu'il y a une éruption solaire. Puis ces particules-là sont injectées vers l'espace dans toutes les directions, plus ou moins. Puis, à l'occasion, donc, ils se dirigent vers la Terre. Puis, lorsque ces particules-là rentrent dans l'atmosphère terrestre, elles vont exciter le gaz d'oxygène et d'autres gaz de l'atmosphère pour créer des phénomènes lumineux comme ça. Donc, le même phénomène se produit dans l'hémisphère sud, mais on n'est pas là pour le voir, mais c'est des aurores australes. Donc, vous voyez toutes sortes de formes, puis aussi des couleurs. Hein? Il y a du rouge. Bon, fait que ça dépend encore une fois de quelle énergie est arrivée, quel gaz a été excité. Une autre source de lumière, c'est ce qu'on appelle la lumière zodiacale. Ça prend un ciel très, très noir pour réussir à percevoir ça. Donc, peut-être que très peu d'entre vous l'ont déjà vu. Moi, j'ai déjà eu cette chance-là. La lumière zodiacale, c'est quoi? En fait, c'est dans le système solaire, il faut voir qu'il y a les planètes. On en a parlé tout à l'heure. Les planètes sont distribuées le long d'un disque. C'est comme si toutes les planètes gravitent sur une même surface plus ou moins circulaire.
Dans cette surface-là, il y a aussi des poussières. Puis ces poussières-là, en fait, c'est ce qu'on voit en ce moment, la lumière zodiacale. Autrement dit, le Soleil éclaire les poussières qui sont restées entre les planètes, si vous voulez. Puis, donc, ça finit, même si c'est très peu dense, il n'y a pas beaucoup de poussière, tout compte fait, là, par mètre cube, là, mais c'est assez pour qu'on puisse le voir dans un ciel très, très sombre. Évidemment, c'est moins brillant que la Voie lactée. Ça, c'est notre galaxie. Hein. Donc, vous voyez notre galaxie, sauf qu'on est à l'intérieur. Remarquez aussi la présence d'une multitude de petits points. Tout ça, c'est des étoiles. Donc, ces étoiles-là font partie de notre propre galaxie. C'est les seules étoiles qu'on voit là, à l'œil nu, sont toutes parties de notre galaxie, la Voie lactée. Je continue encore un peu plus proche, ou à peu près à la même distance que les aurores boréales. Là, on a la lueur de l'air. En fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore les particules de haute énergie du Soleil qui excitent les très hautes parties de l'atmosphère. Donc, ça, c'est plus dur à voir. Disons sur l'appareil photo, on peut le voir, mais quand même, c'est une lumière qui est présente. Les météores, vous avez sûrement déjà vu les fameuses étoiles filantes. C'est aussi des phénomènes lumineux. Ici, c'est encore plus proche parce que qu'est-ce que c'est au fait, les étoiles filantes? C'est des cailloux qui rentrent dans l'atmosphère à très, très haute vitesse. Typiquement, là, pour vous donner une idée, à 10 000 km à l'heure à peu près. Donc, ces particules-là, ils rentrent tellement vite qu'avec la friction dans l'air, elles vont s'échauffer puis devenir carrément liquides. Là. Puis la lumière que vous voyez, c'est parce qu'elles sont tellement chaudes, c'est comme un tison, si vous voulez. Donc, ça émet de la lumière en soi. Et même que l'air est chauffé autour, puis ça laisse une traînée comme ça, qui est vraiment belle à regarder. Puis, si vous avez le goût d'en voir plusieurs, ça se produit plusieurs fois par année, mais la plus connue des pluies d'étoiles filantes, c'est celle des Perséides autour du 12 août. S'il n'y a pas de lune, on peut voir des belles Perséides dans un endroit qui est quand même sombre. Hein? Pas en ville. Là, en ville, ce n'est pas la meilleure place pour voir ça. Les volcans. Bon, là, on parle de sources quand même un peu plus modestes, mais vous voyez ici, ce volcan-là est de toute évidence dans l'hémisphère sud parce qu'on voit deux galaxies très facilement ici sans télescope. Bien, ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les nuages de Magellan. Ce sont deux petites galaxies qui sont en orbite autour de notre propre galaxie, la Voie lactée. Mais pour voir ça, il faut aller dans l'hémisphère sud. J'en arrive à des sources artificielles. Tout ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est les sources naturelles. Donc, on peut se demander, est-ce qu'il y a d'autres lumières plus artificielles? Remarquez, je viens de réaliser que je n'ai pas mentionné les sources bioluminescentes comme les lucioles. Pourtant, ça éclaire aussi, mais un peu moins. Mais pour les sources artificielles, en fait, ça vient de l'activité humaine. Donc, ce que vous voyez là, c'est en fait la ville de Montréal vue du Mont-Bellevue, Mont-Royal plutôt. Et donc, vous voyez en fait qu'il y a pas mal de pollution lumineuse à Montréal. Puis, c'est la nuit, mais je ne sais pas, mais moi, je ne vois pas d'étoiles. Je ne sais pas si vous en voyez, mais c'est très difficile de voir des étoiles à Montréal. On peut en voir peut-être une, deux, trois. J'ai quitté ma présentation. OK, c'est bon. Donc, en fait, pourquoi on éclaire? C'est un peu la question. Moi, c'est une question que je me pose presque à tous les jours depuis presque 20 ans. Pourquoi on éclaire autant? Qu'est-ce qui se passe? Bien, je pense que j'ai eu la réponse à un moment donné, c'est qu'on a peur de la nuit, tout simplement. Encore aujourd'hui, on a peur du gros méchant loup. Puis, pour évacuer cette peur-là, on éclaire, on essaie de faire en sorte que la nuit n'existe plus, finalement, grâce à la technologie. Donc, je vais appeler ça un peu le gâchis de la pollution lumineuse. Puis, juste pour vous illustrer un peu le phénomène, regardez ces deux images-là. En fait, c'est la même partie du ciel. C'est une constellation qu'on appelle Orion. Donc, dans un ciel très, très noir, donc peu pollué. Ici, dans un ciel d'une petite ville ou un village. Donc, vous voyez quand même une énorme différence. Pourtant, c'est le même objet. Qu'est-ce qui change, en fait? C'est le fond du ciel qui devient comme blanchi par la pollution lumineuse, donc qui cache notre fenêtre sur l'univers, finalement. Quels sont les impacts de la pollution lumineuse? Je fais une petite parenthèse là, pour parler de ça. Il y a des effets sur les changements climatiques. Si vous laissez une lumière de 100 watts allumée toutes les nuits pendant 1 an, eh bien, la quantité d'énergie que vous avez besoin pour faire ça, c'est 1 tonne de charbon. Évidemment, au Québec, on ne fabrique pas l'énergie avec le charbon en général, hein, non?
Mais nos voisins du Sud, par exemple, puis la plupart des pays dans le monde font ça. Donc, juste fermer votre lumière, vous venez d'économiser 1 tonne de charbon quelque part. Deuxième phénomène sur les végétaux. Les végétaux, en fait, ont des cycles comme n'importe quel être vivant. Puis, notamment, ils se préparent pour l'hiver, comme vous le savez. On est dans une région du monde où on peut bien voir ça, là, parce qu'on a les feuilles rouges de l'automne. Puis, en fait, ce que vous voyez dans cette image-là, c'est le lampadaire qui a éclairé cette partie-là de l'arbre, qui a fait en sorte que l'arbre n'a pas réussi à perdre ses feuilles à temps. Puis, donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que l'arbre ne se prépare pas adéquatement pour l'hiver. Donc, il est possible que cet arbre-là soit plus fragile, disons, et ne passe pas l'hiver à cause de ça. Rachel, je ne sais pas si tu avais des questions. Peut-être qu'on pourrait faire une petite pause. Ah, là, je pense que j'ai fermé ton micro. Es-tu encore là, Rachel? Oui, OK. Alors, donc, il y a quelqu'un qui a parlé des nuages noctulescents. Oui. Donc, ça, c'est des phénomènes, en fait, météorologiques. C'est vrai, je les ai oubliés. C'est un bon point. C'est que c'est un peu comme des éclairs, si vous voulez. C'est un peu le même genre de phénomènes, mais qui sont excités par des charges électriques, là. Bon, en fait, on ne sait pas exactement ce qui cause tout le mécanisme, parce que ça n'arrive pas si souvent que ça, mais oui, c'était aussi une source naturelle, effectivement. Est-ce qu'il y avait une autre question? Il n'y a pas d'autres questions. OK, parfait. Donc, je vais continuer. N'hésitez pas à en poser, hein? Un autre effet de la pollution lumineuse qui est, lui, extrêmement bien documenté, c'est sur la mortalité de certains animaux et des insectes, entre autres. Le plus connu des phénomènes, c'est celui des tortues de mer parce que c'est une espèce encore en voie de disparition, c'est une espèce menacée. Et puis, il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour éviter qu'elles disparaissent. Puis, on s'est rendu compte, en fait, que quand les bébés tortues sortent du sol, parce que les œufs, elles sont pondues dans le sol, elles vont naturellement se diriger vers l'océan, sauf s'il y a des lampadaires. Donc, s'il y a des lampadaires, elles vont se diriger vers le lampadaire, puis une fois sur place, elles vont tourner autour. Donc, pourquoi c'est comme ça? On s'est rendu compte, en fait, que les bébés tortues sont déjà programmés pour se diriger vers le ciel étoilé, finalement, qui est au-dessus de l'océan. Donc, ça, c'est quand même assez fascinant. Et donc, dans les zones où ces tortues-là vont se reproduire pendant une certaine période de l'année, entre autres en Floride, là, on va fermer les lumières sur le bord des berges pour éviter, en tout cas, diminuer la mortalité le plus possible. Un autre exemple, c'est les insectes. Les insectes sont comme vous savez, à la base de la chaîne alimentaire, les insectes sont énormément affectés par la lumière. Pour vous donner une idée, là, chaque lampadaire va tuer à peu près 150 insectes à chaque nuit. Donc, multiplier le nombre de nuits dans une année fois le nombre de lampadaires dans une ville. À Montréal, par exemple, il y a au-dessus de 100 000 lampadaires. Ça fait beaucoup d'insectes qui vont mourir à chaque nuit. Donc, ça, c'est un enjeu majeur. Puis depuis, en fait, les 50 dernières années, depuis le temps où des entomologistes font des relevés d'insectes, on se rend compte là, que la population a chuté drastiquement. Donc, c'est sûr que quand on a un maringouin, on aimerait peut-être qu'il disparaisse, mais il faut penser à tous les autres insectes, y compris les pollinisateurs, parce qu'on s'est rendu compte récemment que même les pollinisateurs diurnes sont affectés par la pollution lumineuse, possiblement autant que les fameux pesticides qui viennent d'être remis à l'heure du jour au Canada là, récemment. Donc, ce n'est pas très connu, mais on sait maintenant que ça tue beaucoup, beaucoup d'insectes et de pollinisateurs, dont les abeilles. Un autre exemple, un dernier, parce que je ne vais pas passer toute la règne animale, les oiseaux migrateurs. Bon, les oiseaux migrateurs, on a longtemps pensé qu'ils se dirigeaient pour aller, par exemple, dans le Grand Nord avec le champ magnétique terrestre. Ce qui était une hypothèse possible, mais on s'est rendu compte assez récemment qu'en fait, on ne sait pas trop quoi, mais ça a rapport au ciel étoilé.
Donc, qu'est-ce qu'elles regardent? Qu'est-ce qu'ils regardent, les oiseaux migrateurs? On ne sait pas. Il y en a qui ont, actuellement, les chercheurs du domaine pensent que ça pourrait être la Voie lactée qui les dirige. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables de reconnaître la Voie lactée dans ce cas-là. Ou l'autre hypothèse, c'est les étoiles brillantes. Donc, si c'est les étoiles brillantes, comme vous savez, le ciel se change tout le temps parce que la Terre tourne. Donc, ça voudrait dire qu'ils sont capables de reconnaître un certain nombre d'étoiles, même si elles ne sont pas à la même place. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le cas parce que lorsque les oiseaux migrateurs passent au-dessus de halos lumineux, au-dessus des villes, ils vont perdre leur orientation, se mettre à tourner autour des villes. Donc, c'est vraiment la lumière là, qui les attire, qui les dirige plutôt pour leur orientation. Souvent, on va éclairer, mais trop. Puis, tu sais, je reviens à ce que j'ai dit au début avec le méchant loup. Là. On éclaire souvent on se dit pour la sécurité. Hein. Ça prend de la lumière et il y a un problème de sécurité. Imaginez-vous donc qu'il y a eu énormément d'études au fil des dernières décennies là, sur la sécurité et la lumière, le lien qu'on peut trouver entre les deux. Puis actuellement, il y a autant d'études qui disent que c'est dangereux d'éclairer que d'études qui disent que c'est plus sécuritaire d'éclairer. Donc, autrement dit, il n'y a pas de réponse claire à cette question-là. Fait que si quelqu'un, par exemple, dans votre ville ou dans votre environnement vous dit non, il faut éclairer parce que c'est pour la sécurité, vous pourriez leur répondre que c'est pas vrai. En tout cas, c'est peut-être vrai dans ce cas, un cas particulier, mais de manière générale, on ne peut pas dire ça. Un exemple de ça, c'est par exemple sur des routes qui ont été trop abondamment éclairées. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que le nombre d'accidents augmente. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens se sentent plus en justement un sentiment de sécurité. Parce que c'est plus un sentiment de sécurité qui est derrière ça. Puis quand ils se sentent plus en sécurité, ils vont rouler plus vite. Puis là, en fait, c'est la vitesse qui est la cause des accidents, non pas la lumière. Donc, il y a d'autres contre-exemples aussi. Je pense à un moment donné, il y avait dans un quartier de Chicago, il y avait un problème de criminalité. Ça ne fait pas si longtemps. Puis ils ne savaient plus quoi faire là, pour essayer d'endiguer le problème. Donc, il y a quelqu'un qui a décidé d'augmenter la lumière, puis ça n'a pas amélioré la situation. Après ça, il y en a un qui a décidé de fermer les lumières, puis la criminalité a baissé finalement. Pourquoi? Parce que, dans le fond, les criminels aussi ont besoin de lumière pour commettre leurs méfaits. Puis vous savez, les cambriolages, il y en a beaucoup plus le jour que la nuit. Hein. Donc, c'est une fausse croyance, ça aussi, qu'il faut éclairer la nuit pour éviter les méfaits. Évidemment, un dernier point sur lequel je travaille en ce moment dans mes recherches, c'est le lien entre la lumière artificielle nocturne et les cancers. Donc, moi, j'ai fait partie d'une étude assez récemment là, avec une équipe espagnole où on a réussi à démontrer en fait qu'il y a un lien assez serré, un lien statistique, je dois spécifier, là, entre la lumière et les cancers de la prostate, du sein et aussi les cancers, le cancer colorectal. En fait, quel est le lien? Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas la quantité de lumière qui importe. Que vous ayez beaucoup ou pas beaucoup de lumière, ça ne change absolument rien, apparemment. Nos résultats disent ça, en tout cas. Mais si vous avez dans votre lumière une proportion de lumière bleue assez importante, à ce moment-là, le nombre de cancers, si vous voulez, augmente en flèche. On peut dire que si, dans les études qu'on a faites, c'était à Madrid puis à Barcelone en passant, là, dans les études qu'on a faites, on a trouvé que les gens qui vivaient sur leur rue, s'il y avait un lampadaire blanc, là, donc un lampadaire blanc, en passant, ça contient à peu près 30 de bleu. Donc, ces gens-là avaient 2 fois plus de risque de cancer. Autrement dit, sur les rues blanches, il y avait 2 fois plus de cancers, de ces cancers-là, que sur les rues jaunes ou jaune-orange, comme les lampadaires au sodium qu'on a encore dans nos villes à certains endroits. Donc, autrement dit, est-ce que c'est la cause du cancer? Ça, on n'a pas encore fait totalement cette démonstration-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de la lumière blanche, il y a 2 fois plus de cancer. Ça ne touche pas les autres cancers en passant. Jusqu'à maintenant, on a testé d'autres maladies. Ça ne touche pas, par exemple, le cancer du poumon ou, je ne sais pas, cancer du cerveau. Mais ces 3 cancers-là que j'ai mentionnés sont extrêmement liés à la lumière bleue. Donc, alors, c'est sûr que là, avec l'arrivée des diodes électroluminescentes, les fameuses LED là, dans nos villes, c'est quand même une préoccupation qu'on doit avoir parce que
les LED, les meilleures qu'on installe actuellement, là, par exemple, celles qu'ils ont installées à Montréal, c'est des 3000 Kelvin, donc contiennent à peu près ça, un tiers de bleu, ce qui est énorme. Comparativement aux vieilles lumières qu'on a au sodium actuellement, là, les lumières au sodium ont à peu près 8 de lumière bleue seulement. Donc, mais la plupart des villes, puis peut-être c'est la situation dans votre ville, installent ce qu'on appelle des DEL blancs neutres, c'est-à-dire des 4000 Kelvin. Et dans ce cas-là, on monte à au-dessus de 40 de bleu. Donc, c'est vraiment préoccupant. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des LED qu'on dit ambrés, PC ambrés, qui sont disponibles maintenant. Donc, on peut installer, si on veut vraiment avoir des LED pour les avantages qu'elles offrent, et on peut installer des LED ambrés. Et les LED ambrés ont cet avantage-là de ne pas avoir de bleu ou très peu. En fait, c'est en dessous de 1 Donc, c'est mieux que les vieilles lumières qu'on a en ce moment dans la plupart de nos villes. Donc, c'est une belle opportunité qu'il faut saisir. Puis, je mentionne qu'il y a quelques endroits dans le monde où on fait ça, on installe ça, souvent près des observatoires astronomiques, mais ici, près de chez nous, à Sherbrooke, la ville installe uniquement ce type de lumière-là, sauf au passage piéton, là, quelques exceptions, mais de manière générale, c'est des lumières ambrées. Donc, on améliore, en fait, on diminue la pollution lumineuse et son effet potentiel sur la santé, comme ça. Là, je vais vous montrer un petit peu, on approche la fin hein, en passant. Là. Je vais vous montrer un petit peu comment la pollution lumineuse a évolué. Rachel, je ne sais pas si tu voudrais qu'on fasse une petite pause question, si tu en as, sinon je continue. Oui, il y a quelques questions. Okay. Je peux te les donner. On va y aller. Vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est une étoile morte et combien d'années vit une étoile? Très bonne question. Bon, une étoile, c'est ça. Une étoile, ce n'est pas éternel, pour commencer. Donc, je vais vous résumer un peu l'évolution d'une étoile. Une étoile, ça commence, on l'a vu, là, il y a quelques diapositives, ça commence dans une nébuleuse. Donc, un espèce de nuage de gaz d'hydrogène, okay, très dilué, mais très gros. On parle de nuages de l'ordre de 10 années-lumière de grandeur. Comme je vous disais, à distance Terre-Lune, c'est 1 seconde-lumière. Donc, c'est très, très gros. Okay. Donc, ces nuages-là, sous l'effet de la gravité, vont se compresser, vont se contracter tranquillement, tranquillement. À mesure qu'elles se contractent, la pression augmente. Ça, c'est un phénomène bien connu en physique. C'est le phénomène de la pompe à vélo que j'appelle, moi. Si vous voulez gonfler le pneu de votre vélo, vous pompez, vous allez vous rendre compte, si vous touchez, là, vous ferez ça cet été, là, vous toucherez au petit tuyau là, qui est entre la pompe et le pneu, vous allez vous rendre compte qu'il vient très, très chaud. Donc, quand on augmente la pression, la température, généralement, augmente aussi. Alors, donc, la température augmente jusqu'à un point critique. Ça arrive à un moment donné dans chaque compression de nébuleuse, où la température là, va atteindre, au centre de cette nébuleuse-là, va atteindre à peu près autour de 10-15 millions de degrés. Donc, c'est très chaud, mais ça arrive grâce à la pression. Lorsque cette température-là est atteinte, l'hydrogène réussit à faire ce qu'on appelle une réaction de fusion nucléaire. Donc, les atomes d'hydrogène vont se fusionner, vont se coller ensemble, si vous voulez, pour former de l'hélium. Ça, c'est une réaction qui dégage énormément d'énergie, ce qui fait en fait que l'étoile, tout à coup, s'allume. Donc, pourquoi, là, vous avez une réponse, peut-être une question que vous étiez déjà posée en parallèle. Pourquoi le Soleil éclaire? Bien, c'est juste qu'il fait de la fusion d'hydrogène en hélium, puis ça dégage la chaleur, puis il est très chaud, fait qu'il éclaire. Il perd de la lumière, il perd sa chaleur sous forme de lumière. Donc là, on est rendu, en fait, quand on est rendu à ce stade-là, ce qu'on appelle en astrophysique la séquence principale, mais disons que ça, ce n'est pas très important, là, mais grosso modo, on brûle l'hydrogène. À un moment donné, au centre de l'étoile, l'hydrogène se fait rare, même il n'y en a plus. Puis là, l'étoile va se mettre à se contracter et se réchauffer à nouveau parce que la pression réaugmente. Puis jusqu'à temps que la température soit de l'ordre de quelques centaines de millions de degrés, où là, l'hélium va fusionner nucléaire. Donc, l'hélium va devenir toutes sortes de choses, du carbone, l'oxygène, de l'azote. En fait, vous voyez là, une étoile, c'est une usine à fabriquer des atomes complexes. Puis si, par exemple, dans notre cas, la vie sur Terre, là, elle s'appuie sur le carbone, hein, vous savez ça sans doute. Donc, s'il y a de la vie sur Terre, c'est parce que, en fait,
il y a eu des atomes de carbone de créés dans le cœur de plusieurs étoiles avant nous. Bon, mais ce carbone-là, il faut qu'il quitte l'étoile pour être sur la Terre un jour. Alors, si je continue l'histoire, à un moment donné, l'étoile va manquer de carburant. Elle va s'effondrer sur elle-même. Ça, c'est quand, en fait, il n'y a plus d'hélium à brûler, là, en fait. Donc, l'étoile, ça dépend de la taille de l'étoile. Donc, elle va s'effondrer. Puis, à un moment donné, ça se fait tellement vite que la température externe de l'étoile, elle va monter en flèche. Donc, il y a une réaction de fusion nucléaire qui se produit là. Puis, il y a aussi une onde de choc. En tout cas, je passe les détails, mais grosso modo, ce qui va se passer, c'est que toute la couche externe de l'étoile va être éjectée vers l'extérieur. Là, je reviens un peu à ce qu'on a parlé tantôt, si vous vous rappelez, la nébuleuse planétaire ou le reste de supernova. C'est ça, en fait. C'est la couche externe d'étoile qui a été éjectée. Ce qui reste à l'intérieur, quand cette étape-là est passée, c'est ce qu'on appelle un cadavre d'étoile. Dans le fond, pourquoi un cadavre d'étoile? Parce que c'est une étoile qui ne crée plus sa propre lumière. Il n'y a plus de réaction nucléaire là-dedans. Elle est comme morte, finalement. Elle éclaire encore dans certains cas, comme l'exemple de la naine blanche, elle éclaire encore. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement chaude, elle contient tellement de matière qu'avant qu'elle se refroidisse, ça va prendre des milliards d'années. Mais quand même, elle ne produit plus de lumière par elle-même. Certaines étoiles mortes, donc il y en a 3 en possibilité. Naine blanche, étoile à neutrons, trou noir. Mais évidemment, le trou noir, je pense que c'est évident que ça n'émet pas de lumière, là. Vous savez ça. Non seulement ça ne l'émet pas, mais ça ne la laisse pas partir. Même si ça en émettait, elle ne partirait pas de là. Puis l'étoile à neutrons, en fait, c'est comme un noyau d'atomes géant là, de la taille d'une montagne. Donc, ces étoiles-là n'émettent pas de lumière, sauf un peu d'ondes radio, là, mais dans le visible, ça n'émet pas de lumière. Donc, je ne sais pas si ça répondait à toute la question, mais j'ai fait le cycle de la vie d'une étoile, en fait. Là. Ah, puis, OK, juste un dernier point, c'est que le gaz qui a été éjecté lors de la supernova ou de la nébuleuse planétaire, mais ce gaz-là, il contient quoi, en fait? Surtout de l'hydrogène, un peu d'hélium, mais aussi un peu de carbone, azote, oxygène et d'autres éléments plus lourds qui ont été créés dans le cœur de l'étoile par les réactions nucléaires. Donc, ces éléments-là, en fait, pas juste dans le cœur, mais aussi durant l'explosion de l'enveloppe. Mais bref, ça a été créé par l'étoile. Donc, ces éléments lourds vont se retrouver, en fait, vont être disséminés dans l'espace. Donc, c'est du gaz. Ce gaz-là va se reformer en nébuleuse par l'action de la gravité, va reformer d'autres étoiles, etc. Mais à travers ça, une partie de la nébuleuse peut aussi devenir une planète. Puis, c'est ce qu'on connaît, nous. Sur la Terre, c'est exactement ça. Donc, des atomes, des molécules qui se sont regroupés pour faire quelque chose qui est trop petit pour être une étoile, mais juste assez pour abriter la vie. Bon, en tout cas, une petite parenthèse sur l'origine de la vie sur Terre. Quelle est la proportion de lumière bleue dans la lumière du jour? À peu près le tiers, à peu près à 30 %. Comme les DEL qu'on met dans nos rues maintenant. Grosso modo, c'est à peu près pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est blanc. Hein? La lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, pour avoir une sensation de blanc dans nos yeux, si vous voulez, ça prend à peu près un tiers de bleu, effectivement. Quand je dis bleu, c'est ce qu'on appelle les courtes longueurs d'onde, parce que la couleur bleue, c'est assez arbitraire. Hein? Mais disons que la partie bleue qu'on appelle dans mon domaine, c'est tout ce qui est courte longueur d'onde, donc visible, évidemment. Mais c'est ça, c'est à peu près le tiers. Donc, la question, c'est ça, c'est que pourtant, c'est naturel. Hein? Si on regarde le soleil, c'est de la lumière bleue, il y a de la lumière bleue, puis c'est naturel. Sauf que, en fait, le problème, c'est que le soleil, c'est le jour, c'est pas la nuit. Tout le problème est là, c'est une question d'horaire, finalement. Tu sais. La lumière bleue, on en veut le jour. Ça nous réveille, ça nous empêche de faire de la dépression saisonnière. Bon, ça nous réveille. La nuit, ça nous réveille aussi. Mais là, la nuit, on ne doit pas être réveillé. La nuit, on doit réparer nos cellules précancéreuses. On doit se reposer. Donc, la présence de lumière bleue limite cette capacité-là du corps à s'auto-réparer et à se reposer. Donc, c'est pour ça, en fait, que la lumière bleue doit absolument être évitée, en particulier dans vos chambres à coucher. En ce moment, là, je fais une étude sur, j'en ai parlé pour Barcelone là, et Madrid, mais je répète une étude un peu similaire en ce moment avec Montréal, puis bientôt d'autres villes canadiennes, ainsi que des villes françaises, Paris, Lyon et Rennes aussi.
Puis au Canada, là, plusieurs villes de l'Ouest, y compris Montréal. Donc, c'est intéressant parce que le contexte est un peu différent dans nos latitudes ici, dans nos zones au Canada, entre autres, parce que les habitudes de vie sont très différentes. Tu sais. Je pense au cas de l'Espagne où les gens sont presque toujours dehors en soirée, alors qu'ici, bon, ben, quand il y a beaucoup de lumière en soirée, quand la soirée est longue, les gens sont plutôt à l'intérieur parce que c'est l'hiver hein, dans ce temps-là. Donc, on pourrait supposer qu'il y ait un peu moins d'effet sur les cancers, mais c'est ça qu'on veut vérifier en fait. Il faut suivre les nouvelles. Vous allez voir passer ça. On a 3 ans pour démontrer ça au Canada. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Il y a encore quelques questions, mais est-ce que tu préfères poursuivre puis prendre les questions à la fin? Bon, j'ai presque plus de... Ouais, je pourrais terminer. Il n'y a plus beaucoup de choses dans ma liste de diapositives. Fait qu'on va faire ça. OK. Donc, alors, ce que je voulais vous montrer, là, c'est l'évolution de la pollution lumineuse. Puis évidemment, je ne sais pas jusqu'à quel point plusieurs auditeurs sont de la région de la Beauce, mais j'ai essayé d'adapter ça justement à la Beauce, là, un peu. Donc, ce que vous voyez ici sur la carte, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une image prise par satellite en 2013. Vous voyez Saint-Georges-de-Beauce ici, Thetford Mines, etc. Puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce satellite-là, hein, il est là encore en ce moment. Donc, qu'est-ce qui arrive si on compare à l'année de 2020, par exemple? Donc, je pense que c'est assez évident pour tout le monde qu'il y a eu une augmentation de pollution lumineuse en 7 ans, puis quand même assez drastique. Je porte votre attention sur certains points. Tu sais, je vais mettre ma souris ici. Ceux qui restent à Saint-Georges, là, vont essayer d'identifier c'est quoi ça. Ah, une petite tache rouge qui apparaît ici. Quand c'est rouge, hein, c'est plus brillant. Là. En fait, ça, j'ai regardé avec l'image satellite, c'est dans le coin de Canam, l'entreprise Canam. Ouais. Donc, je pense que c'est une nouvelle installation, à mon avis, mais je ne connais pas assez la ville là, pour affirmer qu'est-ce que c'est. Je vous donne un autre exemple là, qui est assez flagrant. On va aller ici. OK. Je ne vais pas regarder en passant qu'est-ce qui se passe là, mais grosso modo, on voit qu'il y a une augmentation. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on change de zone? On va se rapprocher plus dans la Montérégie, plus proche de Montréal. Puis là, vous allez voir qu'il y a quelque chose de vraiment incroyable qui se passe. Est-ce que vous avez vu? Je mets ma souris ici. Il y a quelque chose de très brillant qui apparaît. Puis très localisé. Il y en a un autre ici. Donc, là, évidemment, je ne peux pas vous entendre, mais vous pouvez peut-être deviner ce qui se passe là. Hein? On va aller voir sur place. Donc, les fameuses serres. Vive l'autonomie alimentaire au Québec. Là. Hein? Je suis tout à fait pour ça, sauf que c'est un peu stupide de mettre des serres qui laissent échapper toute la moitié de leur lumière vers le ciel. Là. Surtout qu'il existe des stars, si vous voulez, un genre de star là, qui peut être mis sur les serres pour éviter cette perte d'énergie-là inutile. En passant, il y a des serres au Québec, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui ont mis ça en place, entre autres une qui est à Montréal, les serres Loufa, là, qui ont fait ça. Donc, c'est possible, mais la plupart des serres actuellement, ils veulent produire vos bons concombres québécois au plus bas prix possible, donc ils ne s'occupent pas de ça. Donc, OK. Fait que là, on peut se demander, c'est de valeur, hein, la nuit, on l'a perdu. Fait que tous les beaux objets que je vous ai montrés tout à l'heure, notre fenêtre sur l'univers, on est en train de la fermer nous-mêmes. Pas besoin d'atmosphère, on va carrément la fermer nous-mêmes, la fenêtre visible. Comment? Bien, par la pollution lumineuse. Mais il y a une affaire qui est intéressante, puis ça, c'est une découverte qu'on a faite cette année avec mon groupe d'étudiants. 50% de la pollution lumineuse au Québec provient des citoyens. Non pas des grosses industries ou des rues de nos villes. Elles proviennent de vos petites lumières devant votre maison. C'est incroyable. Hein? Tu sais, en environnement, on dit souvent chaque petit geste compte. Dans beaucoup de domaines de l'environnement, je pense au changement climatique notamment, c'est vrai, sauf que le petit geste qu'on peut faire, il est relativement petit comme impact. Alors que dans ce cas-là, c'est la moitié. Donc, toute action que vous allez prendre, par exemple, fermer votre lumière le soir en allant vous coucher, vous venez de sauver de moitié. Si tout le monde le fait, là, on sauve de moitié de la pollution lumineuse.
C'est quand même intéressant. Bon, sinon, il y a différentes manières. On n'est pas obligé de tout fermer la lumière, mais il y a des façons de se comporter de façon plus responsable, on va dire. La première, c'est de jouer sur l'orientation. On évite tout simplement la lumière vers le ciel et on éclaire seulement où on a besoin de lumière. Tu sais, l'exemple souvent qu'on voit là, des gens qui éclairent un stationnement, mais ça éclaire aussi les 2-3 autres appartements qui suivent dans le salon et tout. Donc, ça, c'est des mauvaises pratiques. Il faut vraiment éclairer où on a besoin de lumière, si on en a vraiment besoin. Ça, c'est l'autre question. Deuxième point, on joue sur la couleur. Éviter le bleu. Donc, ça veut dire quoi, éviter le bleu? Ce n'est pas compliqué, là. C'est une lumière jaune. Si vous avez une lumière qui n'est pas jaune, ou rouge, là, mais rouge, c'est plutôt rare dans nos rues, là. Mais si vous avez une lumière qui est plus jaunâtre, il n'y a forcément pas beaucoup de bleu. Donc, il faut favoriser ça. Puis même devant votre maison, si vous tenez à avoir une lumière, mettez donc une ampoule jaune. Ça éclaire autant. Hein? Pour la vision humaine, c'est aussi bon, parce que l'œil, son maximum de sensibilité est pas mal autour du jaune. En fait, c'est la couleur du soleil. Le centre de la couleur du soleil. Ce n'est pas un hasard. On joue sur l'intensité. Bon, si vous avez une ampoule, je ne sais pas moi, de 60 watts, baissez à 40 ou même 20 si vous êtes capable. L'œil s'adapte à l'intensité lumineuse. On peut facilement, ça je vais vous dire, il y a des expériences qui ont été faites, par exemple, au lac Mégantic, dans la ville de Lac-Mégantic. Il y a un boulevard où on a réduit 4 fois moins de lumière. On a remplacé les ampoules par des ampoules 4 fois moins puissantes, puis personne ne s'en est rendu compte. Là. Alors, tu sais, dans le fond, nos yeux vont s'adapter à ça. Souvent, on éclaire trop, en fait. C'est juste inutile. C'est en plus du gaspillage d'énergie, en plus de polluer. Ensuite, jouer sur la période. Ça, c'est un moyen extrêmement efficace. Ce que vous pouvez faire sur votre petite lumière, là, c'est simplement mettre un détecteur de mouvement. Vous allez dans une grande surface, vous allez trouver ça. Ça coûte à peu près 15 $. Là. Vous mettez ça sur votre lumière, qu'est-ce qui va se passer? Mais la lumière va rester éteinte presque toujours, sauf si quelqu'un se présente devant chez vous ou un animal parfois. Donc, mais ça va faire ce qu'on veut faire, en fait, c'est éclairer quand on a besoin. Mais là, j'ajoute un autre point, puis ça, c'est aussi une découverte que mon groupe a faite il y a quelques années. C'est ce que ces carrés-là, ces rectangles-là représentent des édifices. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que si on met les luminaires plus bas que les édifices, on peut réduire de façon drastique la pollution lumineuse, plus que 2 fois moins. Des fois, dans certains cas, 5 fois moins de pollution lumineuse. Donc, autrement dit, mettre les lampadaires, on a la fâcheuse habitude de faire ça au Québec, là, mettre les lampadaires plus haut que les maisons. C'est une mauvaise idée. C'est une idée pour polluer, mais on ne le savait pas à l'époque. Maintenant, on le sait, il faut changer ça. Donc, ça termine, fait que je pense qu'on pourrait prendre quelques questions. Rachel, si tu es d'accord avec ça? Je ne sais pas quelle heure il est. OK, 7h07. Oui, alors, peut-on vivre sans lumière, sans avoir de mutation physique? Sans avoir de quoi? De mutation physique, sans mutation physique. Non, on peut très bien. On parle de jour ou de nuit, là. Si c'est la nuit, oui, c'est sûr, sans lumière, il n'y a aucun problème. C'est ça. Dans le fond, il faut voir que toutes les sources de lumière que j'ai mentionnées jusqu'à date, les sources naturelles, sauf l'exception de la Lune, c'est des sources très faibles, très, très faibles. Sont faibles, on peut les percevoir, évidemment, si vous regardez le ciel étoilé, vous le voyez, mais ça va être difficile, par exemple, de lire un livre là, avec la lumière de la Voie lactée. La Lune, oui, mais la Lune, c'est là seulement quelques jours, quelques heures par mois, parce que vous savez sans doute qu'il y a des phases, la Lune. La pleine Lune, c'est la seule phase où on voit la Lune toute la nuit. La plupart du temps, la Lune est autant de jours que de nuit, en fait. Là. Mais c'est sûr que quand on remarque plus la pleine Lune que les autres phases, tout simplement parce que c'est la seule phase où elle est visible toute la nuit et elle est plus brillante en plus. Donc, on a remarqué en passant qu'il y a des effets sur la santé, sur le sommeil notamment, de la présence de la Lune ou non. Ce n'est pas une influence gravitationnelle, là, comme on peut imaginer des fois qu'il y en a qui disent « Ah, les marées, c'est à cause de la Lune influence les marées. Donc, les marées, c'est de l'eau. Nous, on est composé de 70 % d'eau, donc on est influencé par pas du tout. Les marées, en passant, les marées sur Terre existent. Hein, par exemple, où je suis assis en ce moment, le sol se lève d'à peu près 1,5 m à toutes les 6 heures, puis il redescend. Donc, les marées terrestres existent aussi.
ce qu'on appelle les marées là, dans le langage populaire, c'est la différence entre les marées océaniques et les marées terrestres. Donc, c'est plus la taille, en fait, de l'océan qui est importante, la taille de notre planète, qui génère les marées. Donc la Lune est liée à ça. La Lune, mais c'est surtout la lumière qui nous influence. Merci. Donc, c'était le jour, puis ça aurait très bien répondu. Une autre question, est-ce que l'idée d'un label Ville et Village étoilés au Québec serait une bonne chose? Oui. Ces villes et villages étoilés correspondent aux municipalités qui ont pris des mesures tangibles pour réduire la pollution lumineuse. Ça serait génial. Vous savez sans doute qu'il y a une réserve de ciel étoilé autour du Mont Mégantic dans les MRC, du Granit et Haut-Saint-François, y compris Sherbrooke, là, qui fait partie de ça. Donc, il existe des initiatives au Québec qui sont très intéressantes. D'ailleurs, c'est la première, hein? La première au monde. Là. Actuellement, on essaie de faire une oasis de nuit étoilée dans le parc du Mont-Bellevue à Sherbrooke pour qu'on puisse voir la Voie lactée dans la ville. Ça, c'est un autre projet intéressant. Mais oui, en France, il y a un programme de village étoilé qui est hyper intéressant. Donc, finalement, il y a un organisme qui défend, en fait, qui est pour la protection du ciel étoilé, là, qui attribue des étoiles aux différentes municipalités selon les actions qu'elles vont entreprendre. Ce serait super intéressant de mettre ça en place au Québec. Il y a d'autres belles initiatives aussi dont on peut s'inspirer dans le monde. Là. Encore une fois, en France, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Ce qu'on appelle la nuit est belle. La nuit est belle, c'est une nuit où on éteint toutes les lumières de la ville. Ça a été fait récemment à Genève, Grand Genève, pas juste la ville, tout autour. Donc, on éteint les lumières, puis tout à coup, on voit la Voie lactée en plein centre-ville. Donc, c'est des choses tout à coup qui nous fait réaliser que on fait partie de l'univers, là. On fait partie de la nature. Là. Y avait-tu d'autres questions, Rachel? Oui, il y avait une autre question. Un petit peu. Pourquoi voit-on la Voie lactée en bande et non de manière diffuse? Une bonne question, ça aussi. En fait, la Voie lactée, comme je dis, c'est une combinaison de gaz et d'étoiles. OK? Mais ce qui brille le plus, c'est les étoiles. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je n'ai pas d'assiette ici, mais imaginez-le, 2 assiettes posées une sur l'autre, face contre face. Ça fait un disque, hein? Un espèce de frisbee. Là. C'est pas mal la forme d'une galaxie, ça. Donc, c'est un disque qui est plat. Et premièrement, si vous le regardez de côté, c'est très mince. Si vous le regardez de face, c'est plus large. Ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde d'autres galaxies. Mais si on est à l'intérieur de ce disque-là, donc imaginez-vous, pas au centre, mais sur le côté, il y a quelque part par là, qu'est-ce que vous allez voir? Tout à coup, vous allez voir que dans une certaine direction, lorsque vous observez dans l'axe, dans le plan de la galaxie, la Voie lactée, il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles à traverser. Donc, le ciel va être peuplé d'un nombre incroyable d'étoiles. Puis, le problème, c'est qu'il y a plusieurs de ces étoiles-là qui ne sont pas visibles à l'œil nu, sont trop faibles. Mais l'accumulation de milliards d'étoiles, même une centaine de milliards d'étoiles dans cette direction-là, va faire en sorte que ça devient une lumière diffuse, mais laiteuse. En fait, c'est juste qu'on n'est pas hâte de voir chaque étoile individuellement. Donc, les étoiles qu'on va voir individuellement, c'est plus des étoiles qui sont soit très brillantes ou très proches. Mais toutes les autres, ça va se noyer comme dans un flou. Donc, c'est pour ça que ça fait... Bon, puis pourquoi c'est une traînée? Bien, tout simplement, lorsque vous voyez la Voie lactée, ce qu'on appelle la Voie lactée dans le ciel, c'est vraiment que vous regardez dans le sens du disque. Si vous regardez perpendiculairement comme ça, bien là, vous regardez toutes les autres zones du ciel, puis vous allez remarquer que c'est plutôt noir, puis il n'y a pas beaucoup d'étoiles. C'est normal parce que la galaxie est très mince dans ce sens-là. Donc, pas beaucoup d'étoiles. Bien, en fait, ça met fin aux questions, Martin. Okay. Fait que je voulais te remercier alors pour la conférence. Puis on espère que les gens ont apprécié. Puis ça nous met dans le thème de la radiance de notre 7e symposium de Beaussart. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée.